On va faire une API. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais parlé du sujet des API dans une vidéo où j'avais pris l'exemple de celle de YouTube. Comme d'habitude, fiche en haut à droite pour les intéresser. Mais l'API que je vais construire ne va pas obtenir les données d'elle-même. Parce que ça demanderait d'obtenir du matériel de mesure, etc. Matériel qui coûte extrêmement cher. Non, nous, on va juste faire une API qui va servir d'intermédiaire entre notre application Flutter ainsi que le fournisseur qui nous donne accès à cette donnée de météo. Fournisseur qu'on va choisir dans la première partie de cette vidéo. Certains pourront se demander, mais pourquoi tu fais un intermédiaire? Eh bien, parce que généralement, quand on interagit avec un service comme celui-ci, il est sécurisé, on demande de s'authentifier. Donc, on t'offre une clé. Et cette clé, elle est censée être secrète et privée. Or, si je laisse ça dans le projet Flutter, il est possible que les petits filous s'en servent pour le récupérer et faire des demandes à ma place. Donc, cet intermédiaire-là, il va servir de couche intermédiaire, couche de sécurité, pour permettre aux personnes qui utilisent notre application à de bonnes fins de pouvoir récupérer les données. Et moi aussi, au cas où ça me permettrait de faire en sorte que si jamais il y a un souci, j'éteins juste l'API et donc tout s'arrête. Donc c'est parti, on va commencer notre vidéo et j'espère que vous êtes prêts. Je vous entends pas de toute façon. Allez, let's go. Eh bien, allons donc chercher le service qu'on va utiliser pour notre projet. Pour rappel, il doit remplir ces différents critères. À partir de la localisation de l'utilisateur, on doit pouvoir obtenir la température à l'instant T, la température minimale, maximale, l'humidité, les prévisions sur les 24 prochaines heures, ainsi que les prévisions pour la semaine à venir. Et, point important et pas des moindres, il doit être gratuit. Car oui, votre serviteur est malheureusement pauvre. N'hésitez pas à faire des dons. Ou alors à liker et commenter la vidéo. Ça marche aussi. Non mais plus sérieusement, vu que c'est un projet fun, je verrais pas trop l'intérêt de s'engager financièrement avec un service et tout. Faudrait mieux que ça reste gratuit et qu'on puisse facilement sortir si jamais on en a besoin, quoi. Et donc, c'est avec ces critères en tête que je suis parti à l'aventure, telle la fille au chapeau de paille, à la recherche du One Piece. Words lured men to the Grand Line in pursuit of dreams greater than they'd ever dared to imagine. This is the time known as the Great Pirate. Je suis d'abord tombé sur un site du gouvernement français qui m'a ensuite mené sur infoclimat.fr. Ça avait l'air intéressant, initiative open source et gratuite, tout ce qu'on aime. Le seul problème, c'est que j'avais l'impression qu'elle était surtout disponible pour la France. Il y avait l'air d'avoir d'autres stations à travers le monde, mais bon, vu qu'il y en avait très peu, je suppose que ça marche pas trop mondialement. Or, dans notre cas, il nous faudra un truc qui puisse marcher mondialement, mais pas que en France. Donc, malheureusement, recalé. Allez, prochain candidat. Là, on grimpe niveau présentation. Météomatique.com. Vraiment rien à redire. Présentation super clean et tout. Et apparemment, on peut même obtenir des données météo à travers le monde. Ça a l'air très bien fourni. Par contre, petit souci. Offre gratuite limitée à 14 jours. Aïe, ça va pas nous arranger. Surtout que je vous avoue que même après avoir créé un compte et testé, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Hey yo, what the fuck? Enfin, c'est peut-être moi qui suis con. C'est sûrement ça. Donc bon, désolé mon gars. Recalé. Openweathermap.org. Là encore, ça semble cool, gratuit, 1000 appels par jour, on peut avoir des données à travers le monde. Mais saurez-vous voir le souci? Quoi? Vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui a été écrit là? Informations bancaires nécessaires. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas une idée de génie du mal, ce n'est pas tombé de la dernière pluie. Très souvent, quand vous communiquerez avec des services qui font des données via une API, on pourrait vous demander de donner des informations bancaires. Pourquoi? Parce que ça rajoute une couche de sécurité. Ça permet de faire en sorte de réduire le nombre de personnes qui pourraient venir et faire n'importe quoi avec le service. Mais bon, dans notre cas, ça ne m'arrange pas. Parce que, comme vous pouvez le voir aussi, c'est les 1000 premiers appels qui sont gratuits en fait. Après, ça devient payant. Et ils pourront récupérer sur la carte de crédit que vous avez rentrée. Bien que la somme soit plutôt faible, quand on ne sait pas trop quel est le nombre de requêtes qu'on pourrait faire, et aussi quand on a un rat, on évite. Donc, recalez.
Finalement, j'ai peut-être trouvé ma perle rare. Meteostat.net. Open source, gratuit. Et 500 requêtes par mois sur l'offre gratuite. Pour vous donner une idée, si on fait une requête par heure, donc 24 par jour, on arrive vite à 720 requêtes par mois quand même. Hein? Et même si on pourrait faire en sorte de limiter et tout... Et en plus, je crois qu'il faut donner sa carte de crédit. Donc, malheureusement, on va devoir se quitter l'ami. C'est un plaisir. WeatherAPI.com. Ça a l'air d'être cool, j'ai bien apprécié la simplicité. On a quand même 1 million de requêtes par mois sur l'offre gratuite, c'est énorme. Par contre, on ne peut pas avoir de prévision sur la semaine à venir, juste les 3 prochains jours. Ça m'embête un peu, mais vous savez, comme disait mon père, ou alors c'était ma mère, je sais plus. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc je pense qu'on va rester sur ça et avancer. Allez, il est temps de coder notre API. Pour réaliser notre API, on va partir sur Django qui va nous permettre de réaliser ce projet de façon rapide et efficace. C'est parti. Yup, donc on se retrouve ici et donc on va aller rechercher ce dont on a besoin. Donc ici, on va chercher Django. Et comme vous pouvez le voir au slogan, The Web Framework for Perfectioning with Deadline. C'est tout nous ça. Et bien, du coup, on va aller dans le premier pas avec Django, puis chercher à l'installer. Il faudra avoir Python, on a déjà Python. Et pour installer Django, c'est juste cette commande-là qu'il faut taper. Donc, rien de plus simple. Il faut aussi qu'on installe la partie reste de Django, qui est un package un peu à part, qui est rajouté à Django. Donc, c'est juste ça. Ensuite, on a la partie installation et on va mettre en place tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on a tout le nécessaire pour notre projet. Maintenant, je vous retrouve juste après une petite ellipse où je vais essayer de coder ça et après vous expliquer tout ce que j'ai pu faire. Au niveau de Django, qu'est-ce qui se passe? On commence par créer un projet. Donc, le projet que j'ai créé, c'est Weather App API. Et dans ce projet, j'ai aussi créé une application. Vu que dans notre projet Django, on peut avoir plusieurs applications qui peuvent interagir, etc. Une application, c'est juste une partie de notre grand programme qui pourrait par exemple faire un truc particulier, une API, un site web, etc. C'est comme vous le sentez. Ici, on a juste une application qui sera notre API. Et au niveau de notre projet, déjà, il faut configurer les settings, mais ça, c'est un truc basique. Et il faut aussi configurer les URL. Donc là, de mon côté, j'ai défini les différents URL de l'application. Il y a la partie admin pour le dashboard administrateur que je vous expliquerai plus tard son intérêt. Et il y a la partie reliée à notre API, donc qui commence par API V1. Le include, il me permet juste d'intégrer à ce pattern-là différents patterns que j'ai définis autre part, c'est-à-dire au niveau du fichier URL de notre petite application. Alors, on va se demander un pattern, c'est quoi? Un pattern, c'est un ensemble de chaînes de caractères qui va nous permettre de faire correspondre une URL demandée au niveau de notre application avec une route que nous avons définie pour ça, plutôt une vue. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un préfixe qui est API V1. Donc, Django, quand je vais demander à accéder à une partie de l'application, il va vérifier à la base dans ce dossier-là les différentes routes. Il va vérifier si ce que j'ai demandé, le chemin que j'ai demandé correspond à un de ces deux cas-là. Si ça commence par admin, après, il va vérifier en fait les différentes URL de la partie admin. Donc ça, c'est pas à mon niveau, ça c'est au niveau de Django. Maintenant, ce qui est à mon niveau, c'est ça. Si je tape API V1, ensuite il va vérifier les différents patterns qui se trouvent ici. Et vu qu'il y a un seul pattern possible, donc après API V1, il faudrait qu'il y ait Weather. S'il n'y a pas Weather, du coup, il ne retrouve pas le chemin. Pareil, si je tape par exemple API V2, il n'y a pas d'API V2, donc il ne trouvera pas. Et on aura juste une erreur 404 not found. Donc comme vous l'aurez compris, on commence par définir les URL et à chaque URL, on relie une vue. Ici, on a juste une seule vue pour notre API, donc c'est là que tout va se jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette vue? Ben, comme vous le voyez, on a un seul verbe, en fait, c'est le verbe get. Donc, il faudra faire un get à API V1 Weather et là, on va obtenir des données. Donc, qu'est-ce que je fais en premier lieu? J'essaie de récupérer au niveau des paramètres de la requête la position donnée. Position qui correspond à la latitude et la longitude de la personne en degrés. Ensuite, j'essaie d'obtenir l'adresse IP de la personne. Vu que dans le cas où tu ne fournis pas ta position, on pourrait à partir de l'adresse IP à partir de laquelle tu fais la requête, demander à Weather API de déterminer ta position et de récupérer les données météo liées à cette position-là. C'est une possibilité.
Ensuite, j'essaie de récupérer la langue en format ISO. Certains pourraient se demander pourquoi ce choix. Eh bien, Weather API nous fournit un JSON avec les différentes conditions de météo possibles. Et avec chaque condition de météo, on a un test associé dans différentes langues. Donc, on pourrait fournir à l'utilisateur un test qui est dans sa propre langue. L'utilisateur pourra dire, bon bah, je veux le test en français. Il y aura la test de conditions en français. Je vais vous montrer d'ailleurs le JSON en question. Il ressemble un peu pas à ça. Comme vous le voyez, il est plutôt lourd, mais il contient plein de langues, chinois, japonais, tout ce que vous voulez en fait. Et avec ça, on pourra donner en fait à l'utilisateur l'information dont il a besoin au niveau de la condition météo. Donc j'ai fait une fonction qui me permet en fait de récupérer le test de condition météo à partir de son code et de la langue associée. C'est ce code-là juste là, comme vous pouvez le voir. Plutôt simple en soi. Par défaut, comme j'ai dit, j'essaie d'envoyer un truc en anglais si la langue en format ISO n'est pas fournie. Donc une fois qu'on a récupéré nos différents paramètres, on essaie d'obtenir en fait les données au niveau de la langue. Avec cette fonction-là, je communique avec l'API de Weather API avec différents paramètres que j'ai définis. Comme j'ai dit, on ne peut pas avoir de prévision sur plus de 3 jours après dans le format gratuit. Donc on va se contenter de ça. Et on vérifie la position si elle correspond au regex qu'on a mis en place. On a mis en place un petit regex pour vérifier si voilà, si ça correspond, et un petit regex pour l'adresse IP. Si on n'arrive pas à obtenir un de ces paramètres là, bah du coup on renvoie un message d'erreur parce qu'il nous faut absolument en fait soit la position, soit l'adresse IP pour retrouver la position. Sinon si tout est bon, bah on fait notre requête, on obtient nos différentes données. On vérifie donc le code de statut. Si tout est bon, on continue et on fouille notre JSON pour récupérer différentes informations. Tout le but en fait de cette route, c'est surtout de transformer en fait ces données dans un format qui nous intéresse pour notre application. Parce que sinon, si je récupère les données telles quelles, j'essaie de vous montrer, ça ressemble à peu près à ça. Si pour les données liées aux prédictions, on a la localisation, la météo, la donnée météo courante, les prédictions sur plusieurs jours en avance. L'heure, comme vous le voyez, c'est assez long, assez détaillé. On n'a pas forcément besoin de tout ça, donc on fait le tri et on reprend juste ce dont on a besoin. Comme ici, on a la date de mise à jour des données, la source. Il y aura sûrement une partie de notre application, comme j'avais montré sur la maquette en bas, où là, on pourrait faire en sorte que l'utilisateur puisse cliquer là et accéder à la source Weather API avec la localisation, la météo courante, température minimale, maximale, ainsi que s'il fait jour ou pas. C'est important ça, ce point-là, parce que s'il fait jour, c'est pas les mêmes données qu'on va utiliser, surtout au niveau des conditions météo. Il y a un petit test qui différencie les prévisions sur les prochaines 24 heures, qui ressemble à peu près à ça. On fait un peu le tri au niveau des données, des heures, voilà. Ensuite, on peut voir les prévisions sur les prochains jours à venir. Ici encore, on fait le tri, on retourne tout ça. Donc, c'est un peu aussi simple que ça. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble au niveau du résultat, si on essaie de se connecter. Donc là, on va aller sur Postman. Donc là, j'ai mis une position au pif. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien API V1, Weather, data, etc. Si j'essaie de mettre autre chose que ça, d'ailleurs, il faudrait que je démarre le truc, sinon ça va marcher, évidemment. Donc on va faire Python manage API run server. Donc là, notre application est bien lancée. Si j'essaie de taper ça, vous voyez que j'ai un message d'erreur parce que évidemment il ne trouve pas ce chemin là. Et si je mets le bon Weather avec la position et tout, et donc si je fais ça, vous voyez qu'il me retourne bien certaines données. Pour le temps, j'ai fait exprès de tout retourner en timestamp, ça me sera utile pour plus tard si je veux mettre ça dans l'application en fonction de la time zone, etc. Mais bref, donc on a la localisation, température courante, minimale, maximale, prévision sur les prochaines 24 heures, comme vous pouvez le voir. Tac, 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 tac. Et tout ceci est en anglais. Et si je veux, je peux préciser une langue ici, vu qu'on a parlé de langue en format ISO. Si je mets le FR, qui est le code de langue pour le français, vous verrez que le test correspond à un test en français. Voilà. Je pourrais faire pareil, taper espagnol si vous voulez. Espagnol, je crois que c'est ES. Voilà. Voilà, vous voyez le test est directement traduit en espagnol. Donc tout ça est bien sympathique. Donc on arrive bien à récupérer les données de météo en fonction de la position de la personne et on peut changer le texte pour correspondre à la langue de l'utilisateur. Avec ça, notre API est prête. Mais il y a un détail dont je n'ai pas parlé. Vous vous souvenez de la page administrateur? Il est temps que je vous explique l'intérêt de cette page-là. C'est un des éléments par défaut fournis par Django et il nous permet en fait de gérer les modèles de notre application. Les modèles, c'est quoi? Ce sont des représentations de ce qui se trouve comme élément au niveau de notre base de données.
Par exemple, on pourra avoir un modèle utilisateur qui nous permet d'accéder en fait données de la table utilisateur de notre base de données avec différents champs comme nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Je pense que vous voyez l'idée. L'intérêt final de tout ça, c'est que le modèle en fait il sert d'intermédiaire entre votre application Django et la base de données pour ne pas que vous ayez à taper du SQL en fait, vu que généralement pour interagir avec une base de données il faut taper du code SQL, et pour les développeurs c'est plus pratique si tu peux directement manipuler en fait les données de la base de données sans avoir à taper du SQL, mais juste en manipulant les différentes variables avec des fonctions etc pour interagir. Enfin là, c'est surtout pour les bases de données type SQL avec le modèle relationnel, c'est-à-dire que les éléments de nos tables, ils peuvent avoir des relations entre eux avec les étrangers, etc. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi les bases de données de type NoSQL qui sont plus orientées documents où ça se présente sous un format JSON. Peut-être j'en ferai une vidéo un jour, si ça vous intéresse. Donc, c'est ce que permet de faire Django ainsi que d'autres frameworks web que vous pourrez croiser. Mais où est-ce que je veux en venir? Eh bien, il y a un truc qui me chiffonne. Si on laisse la route Weaver libre comme ça, le problème, c'est que tout le monde peut venir et faire des requêtes en fait. Alors ça m'arrange pas. Donc il faudrait limiter ça par un système d'authentification. Or, il serait un peu embêtant de demander à un utilisateur de créer un compte à chaque fois, faire un compte Google sur le truc. Donc, j'ai eu l'idée de passer par ce qu'on appelle un système de clé d'authentification, dont j'avais parlé dans la vidéo que j'ai faite sur les API avec l'exemple de YouTube. Encore une fois, affiché en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Comme ça, en fait, tu es obligé de fournir une clé d'API pour pouvoir accéder en fait à la route que nous avons définie. Et cette clé, on pourra la fournir avec notre application. Comme ça, tu pourrais utiliser ça pour communiquer avec notre API. Bon, ce système, il peut être amené à évoluer en fonction des idées que je pourrais avoir. Mais bon, c'est l'idée basique que j'ai. J'avoue, c'est pas la meilleure idée du monde vu que on pourrait faire du rétro-engineering et à partir du code aussi et les données liées à l'application, on pourrait retrouver la clé d'API et faire des appels et tout. Mais au moins, j'ai juste à éteindre en fait l'API et t'auras plus accès à rien en fait. Et ça, c'est bien. Et de mon côté, j'ai toujours un kill switch si jamais. Comment est-ce que j'ai pu mettre en place ce système avec les clés d'authentification? Eh bien, en me baladant sur la documentation de Django, je suis arrivé à un truc très intéressant. Je suis arrivé à ce lien-là. Donc, Django REST Framework API Key. Et donc, il nous suffit juste de mettre ça en place, vous voyez, pip install, rajouter ça, et de faire les différentes migrations. Une fois qu'on a installé ce package, il nous suffira juste maintenant d'aller sur le panel administrateur. Je vous montre en même temps le panel administrateur de Django. Une fois qu'on aille juste sur le lien, on tape admin. Voilà, là je suis déjà connecté et comme vous le voyez, j'ai accès aux différents modèles. Il y a le modèle utilisateur par défaut de Django ainsi que le modèle API Key qui est fourni en fait par le package. Et là, j'ai déjà pu générer une clé. Pour générer une clé, il suffit de faire add API Key. Je tape un nom, je peux dire si cette clé est révoquée et quand est-ce qu'elle expire. Ensuite, pour que notre application puisse utiliser la clé d'API, il faudra qu'on fournisse dans notre requête cette clé-là. Au niveau de Postman, comment j'ai fait autorisation API Key et celle-ci se trouve dans une variable secrète. Pour plus de détails, vous pouvez toujours vous référer au petit guide fourni. J'ai aussi fait en sorte que la permission par défaut, c'est qu'il faudrait que tu aies une clé d'API pour accéder par défaut à toutes les vues que je vais mettre en place. Et pour faire une requête, il suffit de fournir dans la partie autorisation, puis API Key, tu mets la clé d'API et voilà. Normalement, c'est bon, tu peux faire tes requêtes. Là, par exemple, si je désactive ça, vous verrez que si je fais une requête, on me dit que voilà, j'ai pas donné les clés. Donc on me renvoie un 403, c'est-à-dire que c'est interdit. Et si je réactive, j'ai bien accès. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir comment on peut faire des recherches pour trouver différents services. Vous pouvez taper API météo, vous tombez sur différents trucs, vous checkez en fonction des critères, surtout le prix et les détails sur s'il faut donner des coordonnées bancaires ou pas. Il faudra faire très attention à ça. Évidemment, il y a sûrement plein de points que je n'ai pas pu aborder. Il y a sûrement plein de points à revoir au niveau de l'API, etc. Mais avec ça comme base, je pense qu'on peut avancer. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour développer notre application Flutter, sûrement juste la version mobile. Je vais voir si ça pourrait faire une longue vidéo ou pas. Donc, allez, à toutes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.